C'est parti. Et oui, nous revoilà avec le grand animateur de la campagne présidentielle, Éric Zemmour, pour la reconquête, pour lutter contre le grand remplacement, le grand déclassement. Mais la reconquête est-elle possible avec Éric Zemmour? On verra bien. Mesdames, Messieurs, oui, mais aussi, j'oubliais, avec Zébris, notre camarade Zébris, qui est toujours en prison. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais on est avec lui. Et la Guadeloupe, la corruption, est-ce que c'est de la culture tropicale, la corruption en Guadeloupe? Et le pouvoir d'achat, bien sûr, si nous avons le temps. Monsieur Zemmour, bonjour. Bonjour à vous, Monsieur Mandré, bonjour à vous, chers amis du plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs toujours fidèles avec le club. Raymond Ramaille. Oui, bonjour M. Mandrier, bonjour aux amis du plateau, bonjour à tous ceux qui nous regardent ici comme ailleurs et bon dimanche à tous. Bonjour également à tout le monde, à tous nos amis, à tous ceux qui nous aiment, à tous ceux qui nous regardent et au reste. Non, exactement. Nico Italique. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et si Zébris nous regarde, donc elle dit bonjour. Parce que c'est à Kazaï, je parle de chez lui, Canadis. Donc quand elle dit bonjour, je suis étonné qu'on ne parle pas plus de lui. Bon, nous là, quoi. Hein. Nous là, Chamberet. Oui, Chamberet. Bonjour à tous. Bonjour, M. Mandré. Oui, alors, on peut dire un petit mot quand même sur notre technicien Zébris, qui fait partie des grands frères. Alors justement, vous avez bien, dans l'annonce de l'introduction, vous avez fait ce signalement. Effectivement, bon, j'ai mis dans saluant les téléspectateurs, je n'ai pas voulu insister là-dessus. Bon, Nicolas est revenu. Mais je crois que c'est l'occasion pour nous ici, hein, en tout cas moi, pour saluer. Je ne sais pas où il se trouve, hein, vous l'avez dit, je ne sais pas, mais de saluer un peu je dirais, le grand souvenir que nous avons de lui. Il est chez Canal 10, il a été depuis très longtemps. C'était très réjouissant pour nous de trouver Zébris en face de nous, techniciens, qui fait la manipulation technique. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances il se trouve, s'il est en difficulté en ce moment, mais en tout cas de saluer du bon courage Zébris, là où il est là, eh bien, nous soutenons vous courageusement parce que nous souvenons des moments de la technique, et puis, mais aussi la vérité va émerger de tout ce qu'on l'on dit, n'est-ce pas? Mais pour l'heure, au regard au stade où nous en sommes, il y a lieu de saluer Zébris, lui dire au point Cabiret, parce que la vie est difficile. Ouais. Et Ramaille, Oui, c'est un garçon que je connais. Bon, mais maintenant, il est dans une place difficile. Moi, je ne ferai pas plus de commentaires. Je vais laisser la justice faire son boulot. No comment. No comment. Italique. Alors, je vais bavarder un peu. Oui. Je vais bavarder un peu. D'abord, moi, je suis un peu surpris. D'après ce que je sais, hein, en droit, je suis un peu surpris de la façon dont ça se passe en droit. Moi, on me dit que les avocats disent que ce dossier est vide. Je sais que c'est une grande spécialité judiciaire d'arrêter des gens dans les dossiers vides. Bon, ça veut dire que ça continue si c'est ça. Bon, en plus de ça, il paraît que ce qu'il y a dans ce dossier, c'est des écoutes téléphoniques. Hein, il n'y aurait rien d'autre à part, d'ici tes avocats, que des écoutes téléphoniques. Et que ce soit la base d'écoute téléphonique que Zébris et les autres, hein, y compris Buana, seraient retenus à Bemao. Bon, mais indépendamment de cela, indépendamment du fond, hein,
moi je suis très étonné qu'on laisse en prison des gens qui ont tous les éléments de représentation suffisants, puisqu'en fait, la prison c'est l'exception au droit. Et quand on maintient quelqu'un, c'est qu'on n'a pas le choix pour mener l'enquête. Parce qu'en fait, il n'y a pas encore de jugement, on est dans l'instruction. Bon. Et donc, si c'est des écoutes téléphoniques, la base, les écoutes sont disponibles. S'il faut travailler les écoutes, on travaille les écoutes. S'il faut entendre des gens, on entend des gens. Un contrôle judiciaire devrait suffire. À moins qu'il y ait des choses, comme dit l'autre, qu'on ne nous dit pas tout. Et si on ne nous dit pas tout, bah, voilà, c'est ça. Non pas sur ce qu'ils ont fait, mais sur la nature de l'affaire. Parce que j'entends dire que finalement, Zébris, Boilin et tout ça, c'est rien, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est ce qu'on ne nous dit pas encore. Il faut qu'on nous le dise. On nous dit que peut-être qu'il y a des gens très haut place qui seraient impliqués, il y aurait du systémique là-dedans, il y aurait de la haute corruption là-dedans, il y aurait... Voilà, donc il faut qu'on nous dise. Et si on a affaire qu'à des fusibles en première ligne, qu'on les maintient, sans raison, parce qu'on veut éclaircir autre chose, c'est pas la justice, ça, c'est du politique. Bon, c'est ça qui m'interpelle. Bon, ce qu'a fait Zébris, ce qu'il n'a pas fait, bon, ça a l'air secondaire. C'est ça qui m'interpelle, ça a l'air secondaire. Comme si l'affaire n'a pas encore commencé. Et ça, c'est pas normal. Si l'affaire n'a pas encore commencé, elle peut commencer avec ces gens-là en liberté. On me dit c'est des pères de famille, c'est nous qui travaillent, c'est nous qui fuient, qui disparaissent. Et pourquoi les maintenir en prison? Qu'est-ce qu'on veut? On veut communiquer? Et comme dit Raphaël Spironel, mon maître de vocabulaire, dans communiquer, il n'y a pas que co. Donc, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Je crois que c'est pas sérieux. La justice, ici, a un gros problème de sérénité. Et elle est souvent dans une sorte d'exemplarité démente. Et puis surtout, on sait tous qu'elle n'est pas aussi libre qu'elle le dit. Donc, ça suffit, quoi. J'ai parlé à la place d'un juriste, je lui demande pardon d'abord. Oui. Mets-toi à genoux. Je demande pardon. C'est ma faute. Non. C'est ma faute. C'est ma très grande faute. Non, pas du tout, mais je te rejoins parfaitement. Je suis surpris, c'est vrai, de la précipitation. Alors, bien entendu, on ne peut pas ne pas se souvenir de notre technicien. On ne peut pas se souvenir... des moments de ces coups de gueule, monsieur Mandré, vous vous rappelez des moments Non, c'est plus que technicien, il peut parler de tout. De tout. C'est ton tout bitacologue. C'était vraiment... non, on ne peut pas ne pas l'oublier. Oui. Et de là où il est, et je sais qu'il nous entend, et nous cas, vous voyez, baillons grand force et courage. Maintenant, c'est vrai que sur ce volet purement judiciaire, il y a des questions. Il y a de très grandes questions et de vraies questions. Mais il n'y a pas encore de vraies réponses. Camus disait que, en choisissant la justice, il pourrait mieux aimer la terre. Et la terre lui répondit, en choisissant l'homme, j'ai du mal à comprendre la justice. Voilà, c'est tout ce que je ferai comme commentaire. Oui, allez-y, monsieur. Justement, on va pas s'éterniser sur ce sujet-là, sur ce sujet, même si nous avons une sensibilité nous, concernant l'homme Zébris. Mais il faut quand même reconnaître, chers amis, nous sommes tous autour de ce plateau-là, pour reconnaître que il y a un élément extrêmement important dans les investigations judiciaires, c'est le renseignement. Le renseignement, la quête de la vérité. Et vous savez, la société, notre modernité offre à la justice aussi, même s'il y a le droit, en restant bien dans les balises du droit, offre des opportunités de recherche, d'enquête. Moi, j'ai bien entendu dire récemment, lire aussi récemment, que Google a été emmené à fournir des renseignements sur des conversations, des communications, des mails qui nous échappent, nous ne savons pas. Est-ce que ces éléments-là sont utilisés? Donc, est-ce que c'est à charge ou à décharge? Je ne sais rien. Mais ce que je constate maintenant, c'est que le judiciaire a des longueurs d'avance au moyen des enquêtes menées par rapport à nous, citoyens, simples citoyens.
Et c'est lorsqu'on arrive dans le contradictoire, avec donc les deux parties et aussi l'accusation, on arrive à faire émerger la vérité. Et cette vérité-là, nous tous ici, nous devons l'attendre. Nous attendons la vérité. Nous avons besoin de cette vérité-là, parce que c'est de la vérité dont il s'agit. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Oui, mais Jean, on n'en est pas encore... excuse-moi. Oui. On n'en est pas encore là, hein, Jean. Je vois bien ce que Jean Seymour, il dit, c'est la vérité. Bon, d'accord. Non, nous cherchons la vérité. On cherche la vérité. Oui. Mais d'accord, on ne cherche pas encore la vérité actuellement, hein, Jean. C'est pas qu'on cherche. On cherche à savoir s'il faut maintenir ou pas des hommes en prison. Ouais, ah oui, ça, c'est ça, dans le cadre de l'instruction. Alors la question, c'est peu importe ce qu'ils ont fait. Hein? Balkany se promène dehors, Sarkozy aura un machin électronique alors qu'il est jugé, etc. Bon, bref. Donc la question, c'est à quoi ça sert de maintenir ces gens-là en prison, c'est tout. Hein? C'est utile à l'enquête. Bravo. C'est pas utile, c'est une saloperie. Hein? C'est autre chose, on est dans autre chose. On est dans la dépendance, on est dans la communication, on veut faire peur, je ne sais pas ce qu'on veut faire, mais on n'est pas dans la justice. Hein? Si on est dans la justice, hein, au sens du droit, il faut qu'on justifie la détention, indépendamment de ce que le gars a fait ou pas fait. Parce que ce qu'il a fait ou pas fait, on va bien le savoir que lorsqu'il y aura un procès. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Et donc ça veut dire que la justice, elle peut passer pour être un instrument de quelque chose. Et normalement, moi qui n'ai pas autant étudié le droit que Collet, moi je croyais qu'elle était indépendante. Je suis un peu naïf. Moi je pensais que la justice était sereine, libre de toute pression, et que c'était le droit, que le droit, tout le droit. Bon, ils sont en train de me convertir à quelque chose d'autre quand même. Hein? Pourquoi garder Zébris en prison? Qu'a Zébris fait pour qu'il puisse rester encore en prison? Qu'est-ce qu'on ne sait pas depuis tout le temps? Puisque, fort justement, Seymour dit qu'il y a des moyens d'investigation exceptionnels. On peut tout savoir d'un coup. Si on sait tout, faut le laisser sortir et travailler sur les éléments qu'on a. Point final, avec un contrôle judiciaire. Pourquoi il n'est pas libéré? Ça m'étonne, je trouve ça bizarre. Mais je maintiens. Peut-être il y a des choses qu'on ne sait pas, non pas par rapport à lui-même, par rapport à ce que veut la justice ici. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire? Peut-être qu'on prépare autre chose. Peut-être on nous distrait là pour pouvoir faire autre chose. Bon, alors, maintenant que j'ai la parole, je vais oser dire ce que j'ai en tête. Moi, j'ai connu dans ma jeunesse, autant que j'étais beau et intelligent, un espion français. Un espion français qui m'a dit que sa mission ici était double. Pacifier le politique et pacifier le syndicat. Donne-nous son nom. Bon, hein, on me demande son nom. Non, je ne parlerai pas, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Hein. Le but de la France, c'était pacifier l'espace politique et pacifier l'espace syndical. Et l'espion me disait, nous avons réussi à pacifier l'espace politique. Parce qu'il n'y a plus aucun politique qui veut mordre quiconque ici. Hein. Ils ont tous peur, à part mon ami Eric Jalton, ils ont tous peur de tout le monde, ils frileux, ils sont prêts à collaborer, ils sont même prêts à avouer ce qu'ils ne savent pas. Donc ils sont KO, ils sont à terre. Par contre, il y a un désordre, un foutoir, souvent de l'incohérence, de la résistance, tout ce que vous voulez, dans l'espace syndical. Et qu'il s'agit peut-être de régler ce deuxième volet de la pacification de la Guadeloupe. Et que si c'est la bande à Zébris, Boana et tout ça, c'est des prétextes, l'arbre qui cache la forêt pour pouvoir faire ça, alors là, c'est intéressant. C'est intéressant, mais qu'on nous le dise. Qu'on nous dise, bon, camarades, Zébris n'est pas la cible. La vraie cible, c'est qui a négocié, qui négocie quoi avec qui, qui peut-on compromettre pour le faire taire? Quelle tête plus grosse, plus haute, plus riche, plus influente que Zébris, on veut couper. Qu'on nous dise ça. Là, nous qui savons. Mais Zébris, pas rien, aussi bien à ça. Voilà non plus. Enfin, il me semble. Eh oui, bon, on verra bien. Zébris, bonne force, bon courage. Alors, je parlais d'un grand animateur dans la campagne présidentielle, Éric Zemmour, et les médias sont complices, il faut le dire. Et même les instituts de sondage. Donc, pareil, il monte, il descend. Bon, on ne sait pas là.
Mais en tout cas, il parle de la reconquête. La reconquête pour lutter contre le grand remplacement, pour lutter contre le grand déclassement. Et il dit encore, certains disent, je ne sais pas si c'est vraiment lui, hein, il pratique, comment pourrait dire, la politique de la haine. Donc il dit que ce sont les Noirs et les Arabes qui viennent manger le pain des Français. C'est ce, hein, on entend toujours cela. Et donc, je vous dirais, monsieur, est-ce qu'aujourd'hui, on parle surtout, il lutte contre l'islam et l'immigration. Alors, monsieur Simon, est-ce que la reconquête de Zemmour est-elle possible aujourd'hui? Bon, pour moi, d'abord, je ne suis pas là-dessus. Pourquoi vous n'avez quoi? Je ne veux pas parler. Mais c'est l'actualité, de la semaine, monsieur Simon. Non, je vous explique, ce n'est rien de désagréable. Hein. Mais l'actualité de la campagne. Je ne serai pas long parce que... Pourquoi vous ne saurez pas? Vous allez entendre. Vous avez peur de quelque chose? Non. Pour moi, le Guadeloupéen, oui. Vous aviez bien dit qu'il lutte contre les gens qui veulent manger le pain des Français. Oui. Le pain des Français. Oui. Je suis français, je suis guadeloupéen, mais le pain des Français, c'est-à-dire du centre. Hein. C'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit. Oui. On dit tellement de choses. Oui, Alors, français, je vais vous dire une chose, c'est difficile parce que, vous savez, pour la simple bonne raison que on a donc Zemmour qui est, je crois, chroniqueur, qui vient comme ça, qui se lance dans la politique. Et véritablement ici, nous savons tous que la question de Zemmour ne nous préoccupe pas ici. Hein. Beaucoup moins, en tout cas, que la question de Taubira que nous avons évoquée. Parce que Taubira, pour plusieurs raisons, elle nous ressemble, plus ou moins, beaucoup. Bon, on a envie Monsieur Zemmour, eh bien, Monsieur Zemmour. Oui, Monsieur Zemmour. Vous êtes français. Bien, enfin, vous le dites, je vous laisse le soin d'aller plus loin si vous voulez. Vous êtes français. Si vous vous posez la question, c'est que vous doutez, Lester. Mais non, mais la manière dont vous parlez. Oui, allez-y. Vous nourrissez le doute apparemment à travers la question. Vous êtes français, vous allez voter de toute façon pour les. Absolument, je vote, oui, nous votons. Voilà. Non, mais très sincèrement, je veux vous dire que s'il faut, moi, quand je vois cette question de Zemmour, je vois que c'est une question qui est extrêmement loin de moi, en tout cas, de préoccupation, mais on peut en parler tout à fait. Non, mais c'est que vous allez voter, monsieur Zemmour. Oui. Vous allez voter pour un président, mais vous votez. Oui, je voudrais. Voilà. Mais comment vous allez faire pour alors voter, là maintenant, c'est pourquoi je vous dis que la question ne me préoccupe pas. Oui. Je ne vois pas comment un instant je peux me pencher vers une question, ou du moins... il ne vaudra pas. Ce n'est pas mon centre d'intérêt. En tout cas, pour ce qui concerne, ce n'est pas mon centre d'intérêt. Je vais vous dire. Alors, je sais que maintenant, il a sa stratégie. Quand je regarde, je peux porter un jugement. Bon, il y a un rapprochement vers les tendances, je dirais, Sarko. Voilà, avec le travail, comment dit-on ça? Le travail, travailler plus pour gagner plus, par exemple. On voit qu'on dans les sondages maintenant, elle rivalise avec l'autre Le Pen, qui ne nous intéresse pas vraiment ici, voyez-vous. Donc, il y a actuellement des choses qui se déroulent dans cette élection présidentielle en France, n'est-ce pas? En France, je parle de la France, du centre. Eh bien, il y a ces deux aspects, en fait plutôt l'aspect Zemmour et Marine Le Pen. Ce sont des candidats actuellement, enfin, ils se sont déjà prononcés, je crois, ils sont candidats déjà. Des candidats à l'élection qui développent à la fois des thèmes et aussi qui ont une vision économique du territoire, de la France et même peut-être de la pays, sur le plan du développement. Moi, je ne partage pas leur philosophie. C'est cela. Et puis, je ne me retrouve pas dans ces idées. Et aller en parler, ma foi, de la campagne autour de ces personnes-là, je pense que je me garde beaucoup d'en dire beaucoup. Mais votre question, elle est quand même légitime, puisque nous sommes dans allez-y, monsieur Baudry, merci. Raymond Ramaille. Alors, Zemmour, c'est le grand animateur de cette campagne présidentielle. Alors, comment vous analysez son discours? Alors, c'est un candidat aux élections présidentielles, pour les élections françaises, dont la Guadeloupe fait partie. Et si M. Mandré me demande si j'irai voter, oui, j'irai voter. Okay, donc,
pour le candidat qui me plaira. Bien entendu. Et je conseillerais à tout le monde d'aller voter. On ne peut pas ne pas aller voter et puis se plaindre tout le temps dans la rue. Ceci n'est pas fait... Même si c'est pour exprimer autre chose. Parce que, à travers le vote, ça peut donner des indications pour l'avenir de la Guadeloupe. Maintenant, ne pas voter, ça peut donner une indication, mais à ce moment-là, lorsqu'il y a des choses qui ne plaisent pas, il faut, permettez-moi l'expression, la fermer. Parce que vous n'avez pas participé, alors vous ne pouvez pas toujours, tout le temps être dans la rue, vous plaindre, ceci n'est pas beau, ceci n'est pas beau, ceci n'est pas beau, et que vous ne participez pas pour changer quelque chose. Ou en tout cas pour vous exprimer, il faut donner votre avis sur la question, et qu'on puisse dégager des analyses concernant le pays. Donc M. Zemmour, c'est un candidat comme les autres. Moi, il défend sa campagne, il défend sa vision de la France, que je respecte, au même titre que M. Macron, quand il sera candidat, au même titre que Mme Pécresse, au même titre que Marine Le Pen. Donc, chacun défend sa vision et le peuple va voter. Et à partir du moment que le peuple va voter, si c'est lui ou celui qui sera élu, comme aujourd'hui c'est M. Macron, avec sa politique, avec son gouvernement, avec sa majorité, fait passer un certain nombre de choses. Et c'est ça la démocratie. On n'est pas d'accord. C'est pas parce que j'aurais voté pour Le Pen, pour le Pécresse, pour Macron, pour un autre, que je ne vais pas respecter. C'est ça la démocratie. Respecter les règles de la majorité, les règles en vigueur, le droit et les règles, ce que décidera le gouvernement qui sera en place. À partir de grands animateurs de la campagne, il y a peut-être certainement M. Zemmour, qui est un homme qui a une grande culture générale, connaissance générale, pour être candidat aux élections présidentielles, il le faut. Mais il y a aussi M. Mélenchon, qui est un excellent orateur aussi. Il y a d'autres qui sont candidats, qui sont moins bons orateurs que Zemmour ou Mélenchon. Mélenchon peut parler pendant 10 heures, il aura toujours quelque chose à dire, comme notre ami Ibo Simon. Ibo Simon parle pendant 3-4 heures sur une radio, une télévision, et sans avoir de blanc à la tête. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, je respecte la campagne de chacun des candidats, chacun défend sa vision de la France, et maintenant, à la population qui sera d'accord ou pas d'accord pour dégager une majorité pour gérer la France. Et j'irai voter. Oui, non, mais en fait, certains disent, on dit que Zemmour est raciste, il pratique la haine et le vivre ensemble est menacé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Il défend une vision, sa sensibilité concernant ce qu'il voit, ce qu'il croit être bon pour la France. Maintenant, chacun va se décider, se positionner, oui ou non, j'adhère ou je n'adhère pas. Maintenant, si c'est lui qui est élu, il va imposer une politique qui irait dans le sens de ce qu'il a mené comme campagne. C'est ce qui est tout à fait normal. C'est que la France a cette aspiration-là. Maintenant, si ce n'est pas lui, c'est l'autre qui sera élu, eh bien, l'autre va mener une politique qui répondra à l'aspiration qu'il a défendue pendant sa campagne. Et à l'aspiration de la majorité de la population française, dont la Guadeloupe. Et on dit qu'il est plus radical que Marine Le Pen. Et c'est peut-être pour cela que Pierre Vacasse est passé avec Zemmour. Les jeux de changement chez la période politique, on a bien vu ici le président de région qui a changé de position. Moi, je n'ai pas bien compris. Et il y a monsieur le député de la première circonscription, c'est Serva, qui a changé. Mais je crois qu'il y en a, j'entends certains discours sur le plan local, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui deviennent fous. Il y en a qui deviennent fous. Et les élections vont nous dire. Je ne comprends pas des gens avec des positions diamétralement opposées. Je ne comprends pas. Maintenant, peut-être qu'on va développer plus tard et jouer peut-être à lever le voile. Monsieur Raphaël Espéronel, la reconquête des Zemmour est-elle possible? Alors, il y en a qui deviennent fous. Je réponds tout de suite à la reconquête. Il y en a qui deviennent fous. Oui. Parce que nous sommes dans un débat qui se dit, donc, nous sommes en politique, hein. Il y a des élections à la clé. Donc ça veut dire qu'il y a un échiquier. Sur cet échiquier, il y a des pièces, et donc, dont le fou, et il y a des règles du jeu ou des jeux. Il y a un roi, il y a aussi des influenceurs, et il y a des pions qui sont manipulés par X, Y ou Z, etc. Bon, moi je pense que Zemmour c'est un simple pion, mais qui est intéressant.
Il ne sera pas au rush final, parce que ce qui compte, c'est le rush final. Tout le reste avant, c'est les amuse-gueules. Mais que Zemmour un pion. Hein. C'est un pion, bien sûr. Ah bon. Non, le maître de séance, c'est Macron, et personne ne va le décrocher. Personne n'a de programme, personne n'a de discours à organiser, personne n'a rien. Et Macron, plus se tait, plus il prend du pouvoir, plus il prend de la distance, plus il prend de la compétence, et honnêtement, bon, il caracole, et il va rester comme ça jusqu'au dernier moment. Alors, c'est un échiquier. Et je vais revenir un petit peu pour développer ça sur ce que disait mon ami, camarade, frère, et néanmoins admirateur, j'ai appris impénitent, sur... j'ai nommé Doc Nico, sur le sage qu'il a rencontré, donc l'espion, qui lui faisait comprendre ou dire que donc ni G est G, et que tout G pas G, et qu'en bas G, ni G encore. Et c'est ça qui va m'intéresser à développer là. Nous sommes, et là je vais revenir après, je me ferai inviter par Jean pour qu'il m'explique sa position, parce que je ne comprends pas ce séparatisme, comme si la Guadeloupe, Jean, n'était pas complètement intéressé par ce qui se passait là. Mais ça, on en discutera. Parce qu'on est en plein dedans. Si on parle de séparatisme ou n'importe quoi, on sera peut-être en droit de se poser la question, et quid de nous qui cumulons tous la distance, la couleur, au coup de chair, enfin tout ce que tu veux. Alors, politique et société. Hein, on est en élection. On est dans un truc sérieux. Donc l'échiquier, politique et société. Et donc 3 questions. Qui contrôle le peuple? Puisque c'est le peuple qui va voter. Et c'est lui qui va déterminer, par un jeu électoralisme que Collet pourra nous expliquer à quel point il est faux, fourvoyé, hein. Mais ça, en tout cas, c'est par là que ça se passe. Donc il est important de contrôler le peuple. Hein, je reprends le sage de Nico. Il est clair, hein, qu'il faut que quelque part une instance et qui ait le vrai pouvoir, d'ailleurs, contrôle le peuple. Deuxième chose, par quel processus, par quel levier, par quel outil on contrôle le peuple. Et en Guadeloupe, on le sait très bien, on le contrôle par la peur. Le manque, le risque, la peur, l'entropie. On fait bouger les épouvantails, on sait que tout le monde rentre dans le rang. Et la troisième chose, mais ça va en même temps, hein, ça ne s'annule pas, ça se complète, au contraire, c'est qui jouit du pouvoir. Parce qu'en fait, au départ et à l'arrivée, la seule problématique, c'est qui a le pouvoir. Pour des fins personnelles, je sais qu'on parlera tout à l'heure de la corruption, donc on verra bien comment ça se passe en Guadeloupe, ou pour des fins autres. Et la problématique, donc actuellement, de politique et société, en France particulièrement, c'est peut-être vrai ailleurs aussi, mais c'est plus pointu en France, c'est effectivement quête, conquête, reconquête d'un pouvoir qui est quelque part, probablement dans le peuple, entre guillemets, démocratiquement, mais qui est démagogiquement dans différents discours qui essaient de se l'approprier. J'espère que je suis clair, hein, ça, hein, alors, effectivement, la France, c'est quoi? Moi, je suis d'accord avec Zemmour en disant que le problème central dans la perception de l'opinion publique, qui n'est pas nécessairement celle qui vote, mais qui est celle qui va poser les problèmes, c'est remplacement, déplacement, déclassement. Remplacement, épouvantail, hein, déplacement des populations, des régions, des ceci, la périphérie, le centre, etc., effectivement, et déclassement, des déplacements et déclassements. Ça veut dire la France qui tombe dans des niveaux beaucoup plus inférieurs. Et donc, par rapport à ça, des jeux, et c'est important ces jeux, entre toutes ces différentes plaques tectoniques, des jeux qui sont des jeux de pouvoir, de statut. Et donc, le problème de Zemmour, c'est le problème, en tout cas de Zemmour, de sa stratégie, d'une forme de sa stratégie, c'est le fait de faire, alors, je ne vais pas dire de l'innovation, parce que, bon, Marine Le Pen était pire à l'époque, Le Pen était pire, c'est la même lignée, c'est la même ligne. Mais c'est de faire des variantes autour de ça pour pouvoir secouer un seul épouvantail, c'est celui de la peur. Alors, quel type de peur? Une peur informulée, mais l'attente réelle, la peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur de celui qui va manger le pain des Français, la peur de celui qui réussit par rapport à celui qui échoue, enfin toute espèce de peur, mais cristallisée, focalisée sur un agneau ou un bouc commun, qui là, effectivement, c'est l'arabe, c'est le noir, c'est l'islamisme, enfin c'est l'islam ou des choses comme ça. C'est un jeu classique, hein. On est en politique, il manipule des voix, il manipule
des trucs un petit peu sombres au fin fond de l'humanité, et il avance là-dessus. Maintenant, est-ce que le peuple français va se laisser prendre beaucoup là-dessus, sachant que Zemmour fait quand même l'objet d'une convergence médiatique extraordinaire? Ça, c'est un truc impressionnant, comme si les médias amplifiaient une espèce d'écho des savanes, d'écho des bois qui vient de loin. Je ne sais pas, je vais voir. Je pense qu'il n'est pas dangereux, contrairement à ce qu'on peut croire par ailleurs. Pas dangereux électoralement, mais au niveau des peurs inconscientes, même pas inconscientes, préconscientes, au niveau de ce qu'il manipule, effectivement, ça peut être assez grave dans un discours qui voudrait du progrès social, du progrès de civilisation, et éviter un choc qui me paraît difficile à éviter maintenant entre les civilisations. Je voudrais rendre hommage à un dénommé Hervé Laverne, qui à l'instant sur le Facebook vient de dire de nous que des vendus sur le plateau, belles paroles, et derrière do yoka van pays là. J'ai embauché qui alors? Un état un peu lamentable de ceux qui croient parce qu'ils sont cachés et loin, ils peuvent dire n'importe quoi. Il faut commencer par respecter les gens, d'abord, et combattre des idées. La Guadeloupe va progresser le jour où on va attaquer les idées des gens, et non pas la couleur de leur chemise, ni les apparences. C'est ça qui est terrible. Un débat comme EcoClub, heureusement que les 20 000 personnes qui regardent chaque dimanche ne sont pas réduits à ces petites critiques de seconde zone. Mais je prends le cas de ce monsieur qui a son nom, il s'appelle Hervé Laverne, pour dire que la Guadeloupe va progresser le jour où les débats seront au niveau des idées. Et la politique, ce sont les idées, ce ne sont pas les showbiz, monsieur Laverne. Ce ne sont pas les idées, ce ne sont pas les apparences. Et ici, à Canal 10, la parole a été libérée pour s'exprimer clairement, et ça, on va en profiter. Mais vous, progressez un peu, venez nous rejoindre au niveau des idées de la contestation. Bon. Pour Zemmour, je pense que Raphaël a raison, Zemmour, c'est une émanation du système, c'est une création du système. C'est même pas du pétainisme classique, c'est le système. Parce que le système, qu'est-ce qu'il a produit? Il a produit le triomphe des libéraux, il a produit le triomphe de l'individu sur le collectif, une sorte de sauf-qui-peut, une sorte d'absence de cohésion. Et c'est ça qui plaît aux gens. Les gens, même les pauvres, majoritairement, sont d'accord pour la guerre, pour l'injustice, pour donner une chance aux libéraux. Bon, les responsabilités sont partagées pour en arriver là. Mais aujourd'hui, quand Marine Le Pen à la majorité des ouvriers qui votent pour elle, ça doit interpeller ceux dont le drapeau est planté dans le collectif et la cohésion sociale, qui visiblement n'ont pas réussi, c'est l'on qu'on puisse dire. Donc le système et ses valeurs triomphantes de libéralisme, d'individualisme et puis d'ostracisme, les problèmes avec l'altérité, le chacun pour soi, c'est ça qui l'emporte actuellement. C'est pas viable à long terme, mais ça l'emporte aujourd'hui. Et donc, et quand l'argent de Bolloré vient aider ça, financer ça, parce qu'il y a de l'audimat, il y a de la télévision, et certainement la télévision est faite pour préparer les esprits à recevoir la publicité, tout le monde est content. Bon, mais je ne crois pas que ça peut gouverner la France. Ça peut, à mon avis, alimenter la campagne, ça peut gouverner la France. De toute façon, il n'y a pas une hypothèse où face à Macron, il gagne. De toute façon, actuellement, personne ne gagne face à Macron. Dans les simulations. Nous verrons bien, mais pour l'instant, Macron est au-dessus. Et comme il ne joue pas du tout, et il ne joue pas donc le jeu qui se joue, il se prépare dans un sprint à 100 mètres de l'arrivée à gagner l'élection et en finir. Je ne vois pas encore qui peut réunir une majorité de Français pour le battre. Bon, peut-être aussi, et j'en ai fini là, que les législatives seront une autre affaire. Une autre affaire. Ah ouais, une autre affaire. Et que finalement, il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de gouverner après. Si vous avez gagné une élection présidentielle et que vous ne pouvez pas gouverner, et que vous n'avez pas d'autre mandat,
C'est fini, parce que Macron, c'est fini. Hein. Macron, c'est le mandat est terminé, donc il prépare sa sortie. Il peut préparer sa sortie à la Chirac. Hein. Bon, attendre que ça se passe tranquillement. Enfin, tranquillement. Mais sous la pression et le fait que la France devienne ingouvernable. C'est ça la vraie question, à mon avis. La vraie question. Bon, alors à votre avis, on prépare l'après-Macron. D'une part, et les perdants préparent le blocage de Macron une fois qu'il sera à l'Élysée. Parce que s'il doit cohabiter, si, comme dit Zemmour, Pécresse est compatible, et Pécresse est Premier ministre, c'est autre chose, hein, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Et l'inverse. Ouais, voilà. Alors peut-être aussi si... mais je ne vois pas que Pécresse puisse gagner l'élection. Elle n'en a pas... Enfin, à mon sens, hein, elle n'a pas la... Charisme. Elle n'est pas derrière sa parole. Elle ressemble plus à un produit de la com. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de vécu derrière ça. Il n'y a pas de densité. Bon, c'est ça qui me préoccupe. Moi qui suis contre Macron. Hein. Ouais. Peut-être oubliera. Moi qui suis contre Macron, je vois personne. Et Esper-Rounel disait que... comment il s'appelle encore, Zemmour dans cette affaire n'est qu'un pion. Oui, certes, dans le sens où c'est le système qui le produit. Oui, c'est une production du système, Mais, si vous voulez, en dernière analyse, il faut sauver la France, et Macron, c'est le sauveur de la France. De toute façon, lorsque Macron va libérer les masques, les machins, il va dire, va aller au bar, aller buver, tout ça, avant l'élection, vous verrez, ça va se régler. Mais je ne crois pas que la France aspire à être gouvernée par Zemmour. Mais non. Je ne crois pas. Par contre, la France aime montrer son Zemmour. Ouais, il faut montrer son Zemmour, en parler. D'ailleurs, Zemmour lui-même dit, il veut rassembler les droites. Il dit pas, il veut pas gouverner la France. Hein. Il dit rassembler les droites. C'est curieux quand même. Dans la Cinquième République, un homme qui est candidat dit qu'il veut rassembler son camp, alors qu'il s'agit de gouverner la France. Non, je crois qu'il va rester là. Peut-être va-t-il progresser dans le fait de dissoudre la droite, de la fracturer. Mais ça, c'est le problème de la droite. Le problème de la France, c'est pas ça. Le problème de la France, c'est avoir un gouvernement, un président, pour essayer de gérer les contradictions du pays. Et puis, on ne peut pas imaginer un instant qu'on va donner la clé à un pyromane. Zemmour foutra le feu en France rapidement, tout le monde le sait. On peut jouer un peu, mais il y a des limites, quoi. Tout GCG, mais bon... il y a des jeux qui ne sont pas des jeux. Enfin, il me semble. Par contre, une dernière chose quand même, sur l'extrême droite. L'extrême droite en France est toujours brillante. Toujours brillante. Il y a des cerveaux. Hein, il y a des cerveaux là. Hein. Vergès aurait dit d'eux, ce sont souvent des salauds lumineux. Zemmour est un salaud lumineux. La reconquête est-elle possible? Alors, deux choses. En France, Zemmour sert à déplacer le curseur vers la droite pour que, au niveau de la bataille idéologique, des idées assassines et des saloperies que personne n'aurait osé penser puissent être admises dans le champ pour décomplexer celui qui va gérer le pouvoir. Parce qu'on se rend bien, les Français, ils sont devenus une drôle d'espèce au niveau de l'expression. Les Français n'ont pas peur de dire des choses dont personne n'aurait pu penser un instant qu'un type dans un micro aurait pu dire on va mettre dehors les Arabes, on va mettre dehors les prisonniers, on va enlever la nationalité, on va les priver de la solidarité nationale alors qu'ils travaillent, qu'ils cotisent. Personne n'aurait pu penser ça, mais ça se dit. C'est ce qui va rendre possible une politique un peu droitière, plus à droite, légitimement, comme si Zemmour était l'idiot utile de celui qui va gérer après lui. Vous voyez, je pense qu'il sert à ça, au niveau de... C'est valider une France un peu raciste, qui a besoin de progresser dans son côté droitier, et de trouver de la légitimation à ses actions. Ouais, c'est clair. Mais je pense que ce n'est pas viable à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale. Parce qu'aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est mon ami Jeff Bezos. C'est lui qui est important. 200 milliards de richesses. Ce qui est important à l'échelle planétaire, c'est Bernard Arnault.
190 milliards de richesses personnelles. Bill Gates, 150 milliards. Qui encore c'est ça. Ouais, tout nous. Voilà, c'est ça. Parce que la Verne a dit que tu touchais. Oui, et peut-être moi aussi, parce que je suis un vendu selon la Verne qui ne connaît pas ni Dev ni d'Adam, en particulier ni en noir ni en blanc. Je lui interdis de nommer mon nom sur les réseaux sociaux. Et de solitude. Voilà. Donc ça suffit. Bon, mais pour revenir à ce qui est essentiel dans ce monde, c'est les GAFA. C'est eux qui dominent le monde. Et le politique est en danger. C'est ça les vraies questions. C'est pas Nico Italique, le vendu à chemise claire. Il y a grande manche. Collé. Oui. Alors, la reconquête est-elle possible pour Zemmour Je ne sais pas pour lui, je ne sais pas si c'est possible. Ouais. Mais écoutez ce que disait Nico et un peu mes prédécesseurs. C'est vrai que au plus profond que je puis remonter, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 80, j'ai pu comprendre que la page de l'oubli avait été tournée avec ce qui s'était passé à l'occasion de ces guerres mondiales. Et finalement, au cours de ces années 80, certains partis politiques ont repris certaines thématiques, comme l'immigration. Alors credo est renforcé par certains médias, en mal de sensation. D'ailleurs, on constatera ici que c'est vrai que les médias font la part belle à Zemmour dessus. Et puis, c'est vrai que des thématiques assez récurrentes et qui n'étaient pas entendables sont arrivées. On a commencé à parler une sorte de racisme politique a commencé à naître. Il y a eu les phénomènes de complotisme contre les Juifs, de le déni de l'Holocauste, le choc des civilisations, et puis il y a eu un peu plus proche, donc l'islamisme dessus. Et puis est née une forme de droite, d'extrême droite, assez violente dans ses propos, et qui a fait le lit de certains populistes. Une droite qui est devenue assez populiste d'ailleurs, et où certains racistes, xénophobes, classe ouvrière blanche s'y retrouvée. Et ceux-là vont vous parler de communautarisme, de tradition. Ceux-là vont vous parler de nation, de la nation, d'un visage d'une nation qu'ils ont. Et ça crée des phénomènes assez particuliers comme Zemmour. Et on est dans des clivages qui étaient assez inaudibles et aujourd'hui qui est devenu presque, je dirais, un service fait, une façon de voir les choses. Moi, ce qui me dérange, c'est que Zemmour, on en parle parce qu'il est candidat et parce que la violence de ses propos m'interpelle. La violence de la façon dont il construit la France, dont il la voit, à travers une sorte d'apartheid, de ségrégation, d'ostracisme, m'interpelle. Et puis, c'est la construction de l'individu Zemmour par les médias. Je rappelle que ça fait 20 ans que Dieudonné est blacklisté. Que Dieudonné Mbala, on n'entend plus parler de lui. Qu'on l'a enfermé dans un mutisme, politiquement parlant, judiciairement parlant. Et à côté, vous avez un Zemmour qui fait florès. On peut se questionner sur cela. Est-ce que, quelque part, certains ont intérêt à laisser, justement, ce saltimbanque de la politique, justement, nous raconter un peu sa façon, sa vision totalement explosive de la France? Celle que je ne conçois pas. Oui, tu as raison, Nico. Ce gars-là n'accédera pas au pouvoir. Mais il fascine, il intéresse. Il y a des sympathisants. Puis il rend possible au niveau de l'écoute. C'est 7000 sympathisants. Là où Marine Le Pen n'a que 4000 militants quand même, mais des sympathisants. C'est-à-dire qu'il trouve une frange de notre population trouve des aspérités dans son discours, trouve justement des ingrédients. C'est une France qui est totalement antinomique à celle que moi j'ai appris, celle que je conçois. D'égalité, de fraternité. Donc en fait, nous sommes utopistes dans cette France-là. Et cette France, elle émerge au fur et à mesure que la presse laisse discourir ce type de personnage. Puis moi, je suis inquiet pour ma Guadeloupe. Je suis inquiet pour ma Guadeloupe, puisque ces phénomènes, on les retrouve ici. Les luttes de classe, la division clanique, puissance d'argent à côté, situation de pauvreté, là-dessus, société divisée. C'est très inquiétant. Et puis, pour rester sur la logique de Zemmour, il a repris un élément qui est encore davantage plus inquiétant. Ce fameux permis de tuer qu'il va autoriser. La défense excusable. Cette faculté de pouvoir dire que vous et moi,
on peut pouvoir retirer maintenant son revolver, son fusil et tuer celui qui vient nous agresser. C'est ça. Donc, c'est une sorte de France. Le gars, il rêve, hein. Est-ce que ce n'est pas un appel à la guerre civile? Mais Zemmour lui-même, c'est un appel à la révolution. Ce n'est pas une reconquête, c'est de l'appel à la révolution. C'est l'appel à l'explosion, justement, des précarés institutionnels. Et d'ailleurs, je ne crois pas que les institutions pourront, justement, garantir cet équilibre, justement, avec un gars si tant est que, malheureusement, il arriverait à passer. C'est grave. Donc, cette construction de cette image, cette hydre de Lerne, ou en tout cas cette bête hideuse, et pour moi, elle est encore véhiculée par certains Français qui pensent que la France peut se construire ainsi. Et c'est ce qui me dérange et ce qui devient dommageable. C'est de voir qu'au fur et à mesure, le racisme, la xénophobie, l'ostracisme, cette sorte de ségrégation donc, de nos sociétés, celle que nous connaissions justement, qui était beaucoup plus œcuménique là-dessus, est appelée des vœux de certains et garantie par la presse qui justement alimente. Alors oui, je vois le jeu politique, la stratégie politique. C'est celle de pouvoir le faire monter pour mieux légitimer Macron. Mais j'espère qu'on ne se laissera pas avoir par justement cet aveuglement. Mais il n'y a pas un danger à cela? Mais bien évidemment qu'il y a un danger. Non, le danger, c'est de voter. Non, mais il y a un danger, mais je crois qu'il faut garder la notion de jeu. Le danger viendra après. Pour l'instant, c'est un jeu. C'est le jeu des gens de la cour. Entre eux, ils s'entendent bien. S'il y a un danger, c'est au niveau du peuple. Hein. C'est pas entre eux. Hein. Entre eux, c'est la même classe, c'est le même profil, c'est les mêmes petits au fume, les mêmes petits calumets. Le danger vient après. Pour l'instant, c'est un jeu. Et le jeu, c'est un jeu qui va prendre le pouvoir. Non, mais au-delà de ça, juste une parenthèse, mais c'est ce jeu ramené à notre territoire. C'est ça. C'est ça qui est encore plus dangereux. Voilà. Nous vivons ça de manière beaucoup plus épidermique. C'est-à-dire que sur nos petites contrées, sur cette igname brisée, pour reprendre les propos de Sonny Rupert, que de la Guadeloupe, ces propos-là sont... Et vous avez des personnes qui les relaient, vous avez des personnes qui sont leurs porte-parole, des personnes qui... Ces propos d'une France totalement divisée, d'une France qui exclut, d'une France qui relègue là-dessus, sont véhiculés dans notre territoire là-dessus. Et là, c'est vraiment contradiction avec nos valeurs guadeloupéennes, culturelles, traditionnelles. Et ça crée justement des schémas qui seront à la limite même impraticables, impossibles à vivre. Alors, ce vivre ensemble là-dessus, on ne le connaîtra pas. Alors c'est ça. L'idée, parce qu'elle est intéressante, elle est profonde, c'est que ce qui est jeu en France entre des personnes, ce qui est jeu entre des jeux qui s'entendent, est chez nous un enjeu. Et un enjeu de développement. Hein, et de cohésion. Oui. On construira quoi? Quelle Guadeloupe avec ça? Nous, alors très rapidement, je dirais que je suis parfaitement les idées, on est dans le droit chemin, hein. J'appuie tout à fait ces propos. Et je dirais quand même, nous devons situer les choses dans le temps. Un discours de Zemmour, nous sommes au XXIe siècle. Hier, je vais parler du XXe avec Le Pen. Le père Le Pen, Jean-Marie, il y avait une violence aussi dans ces propos-là, au XXe siècle. Mais ici, actuellement, enfin, XXe siècle, XXIe siècle, moi, je trouve, comme vous l'avez si bien souligné, que ce type de discours-là pose problème. Et puis, je termine sur un point, c'est la remarque faite par Nico, concernant Hervé Lavernier. Laverne. Parce que nous sommes bien connectés. Merci, Nico. Tout ce qui se dit, tout ce qui se pense dans les cœurs, le plus loin du territoire, nous sommes connectés à l'instant là. Et merci. Et se dire aussi que nous soutenons une action très forte, en tout cas à Canal 10, et qu'au club et aussi Canal 10. C'est ce que j'appelle la démocratisation du parler. Il y a quelques années, eh bien, on ne pouvait pas s'exprimer comme cela ici en Guadeloupe, voyez-vous. Mais maintenant, nous n'avons pas l'interactivité pour des raisons qui sont les nôtres, nous avons notre conception de nos émissions, mais imaginez-vous, il y a quelques années, quand vous ouvriez l'antenne à Canal 10, c'était des injures. Ce n'était pas cette démocratisation, on ne pouvait pas s'exprimer. Et ça me fait l'occasion d'adresser un bon coucou à Mme Boissé, qui en a beaucoup pris dans les années 80, 90. Maintenant, on parle, on pose des questions. Et puis tout cela, c'est la révolution. Et lui dire, enfin, comme tu l'as si bien dit, nous sommes gouvernés, nous sommes menés par quelque chose que nous ne maîtrisons pas, qui ne vient pas de nous. Et Nico l'a bien dit, ce sont les GAFAM, on dira. Google, Apple,
Facebook, Amazon et aussi Microsoft, ce sont eux qui nous gouvernent maintenant. C'est la pause. Hein. Ils nous gouvernent. Ils nous gouvernent, il faut accepter. Moi, je ne suis pas contre ces gens qui ont réussi dans leur vie. Et nous avons besoin des excellences comme cela pour nous tirer vers l'excellence en dépit de nos divergences et de nos conceptions idéologiques. C'est la pause café. C'est le tour de Ribot. Raymond Ramaille, votre ami Pierre Baccasse. Oui. Oh là 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 là. Ah bon, qu'est-ce qui Raymond, s'est tout, passé? Qu'est-ce qui se passe Hein? C'est la lutte finale. Alors, c'est la lutte finale. Elle était au Front National et maintenant elle passe avec Zemmour. Donc on ne comprend pas trop. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Non, mais je suis simplement un commentateur de l'actualité, des événements qui se font sur le plan politique, économique, social et culturel, Canal 10. Et donc, je n'ai aujourd'hui aucune carte politique. Et Pierre Baccasse n'est pas plus bon ami que M. Chalus ou comme l'ancien maire de Petit-Bourg ou le maire du Moule ou ailleurs. Je n'ai pas d'étiquette politique. Alors, Pierre Baccasse, elle est députée européenne. Cependant, on en a parlé tout à l'heure là, il y a les gens changent de chaise. Ils ont tourné au vest, c'est la période, il n'y a pas que Pierre Baccasse. Moi, je vous ai dit tout à l'heure là, je n'ai pas compris les gens qui étaient avec Macron, qui, à mon avis, tiennent le bon bout aujourd'hui encore. Ces gens-là ont lâché Macron. Des politiciens imminents. Non, mais il n'y a pas eu de déclaration de leur part, hein, quand même. Mais si, ils ont quand même parlé de ça à la télévision. J'ai changé. Ah bon, ils ont dit qu'ils ne sont plus avec la République en marche. Même pour certains députés. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne les ai pas entendus. Au même titre, c'est pour ça que j'ai parlé de fous. Il y a des gens qui sont devenus fous dans la politique, peut-être par la proximité de l'élection. Mais Pierre Baccasse, je vais gagner, est-ce que je ne vais pas gagner? Je me positionne par ici ou par là. Mais pour moi, revenons à Pierre Baccasse. C'est un peu le jeu normal de la politique. Maintenant, Pierre Baccasse, qui est pour moi un député européen comme une politique comme tous les autres politiques les hommes politiques et femmes politiques de la Guadeloupe. Donc, elle a sa sensibilité. Vous savez, sur le plateau, peut-être, je ne le regrette pas, et ça m'a donné beaucoup d'expérience. Je fus un élu. Et paraît-il, l'un des plus jeunes adjoints de l'époque, en France. Donc, j'ai participé à des élections, j'ai fait des campagnes électorales. Moi, je respecte. Je suis un grand démocrate à ce niveau-là. Je respecte l'opinion des gens. Et les gens qui changent de parcours, qui tournent le veste, je respecte. Moi, je n'ai jamais tourné ma veste. Je ne suis pas là pour dire que je vais défendre telle ou telle action politique, mais je respecte la sensibilité politique de la personne, parce que cette personne a sa sensibilité au même titre que j'ai les miennes. Donc, quand quelqu'un change de politique, quelqu'un qui défend le Parti communiste, ou qui défend Mme Pécresse, ou qui défend Macron, moi je respecte. Maintenant, à partir du moment que nous arrivons, le système démocratique de l'élection a décidé, le peuple a décidé de quelque chose, même si ce n'est pas de mon avis, je suis un démocrate, je vais respecter ce qui sera décidé par la majorité, le gouvernement a fait la majorité qui est sortie des urnes. À ce moment-là, la personne qui était contre, qui va défendre ses idées et de manière très démocratique, c'est normal dans la démocratie, mais il faut respecter la personne qui gouverne. Au même titre que lorsqu'il y a un arbitre sur le terrain, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, l'arbitre décide, il faut respecter la décision de l'arbitre. C'est pas pour ça qu'il faut aller le lyncher. Donc, non, mais on disait que quand... Mais moi, il n'y a rien de plus. Non, mais c'est ça la voie démocratique. Quand elle te demande de voter pour elle, c'est-à-dire que, bon, ben, comment voyez-vous les choses? Parce qu'il y a des Guadeloupéens qui ont voté dernièrement pour le Front National. Mais c'est bien ce que je viens de dire. Je respecte, les gens ont voté. Mais maintenant, le Front National n'a pas gagné. Il faut que ces gens-là s'alignent derrière la majorité qui a le pouvoir. Que ce soit le Parti communiste, le Front National, ou la droite ou la gauche, il y a un gouvernement qui va sortir des urnes. À ce moment-là, on va rentrer les querelles politiciennes pour respecter la démocratie et attendre les prochaines séances pour s'affirmer.
Et en attendant, il faut respecter les règles. Par exemple, je donne un exemple bien simple. Aujourd'hui, il y a un gouvernement en place qui, par exemple, défend la vaccination. Maintenant, on n'a jamais obligé aux gens de se vacciner, même s'il y a des incitations. Mais c'est ce qui est défendu aujourd'hui, la ligne de conduite du gouvernement qui nous gère. Et voilà sa décision, sans vous imposer ni vous obliger. Maintenant, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Bon, vous avez jamais vous respectez sa position. Mais il n'y a rien de plus démocratique que ça. Mais juste un mot par rapport au débat, parce que vous parliez de M. Mandré de reconquête. Ouais. Il y a actuellement en Guadeloupe un énorme champ de reconquête qui se met en place sur une fracture qui a toujours été réelle. On l'a vu avec les syndicats par rapport au machin, mais qui est maintenant très apparente. Quand Raymond dit qu'il s'interroge sur Chalus, sur Servat, qui était macroniste, moi j'en sais rien, et pourquoi pas, finalement, il y a enfant à manger là, et qui maintenant sont ailleurs, on ne sait pas ailleurs, où. Notez bien. Mais ils n'ont pas dit qu'ils sont ailleurs. Non, mais enfin, non. Ce qui se joue maintenant en Guadeloupe, c'est un alignement opportunisme sur ce que j'ai appelé la dernière fois un génome tribal. Ténègue. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, cette ligne de force, elle est là. Ça veut dire que les choix se font maintenant, non pas par rapport à un parti politique, par rapport à un ceci, mais est-ce que tu es un patriote nègre ou est-ce que tu n'es pas patriote nègre? Et c'est très dangereux. Parce que ça court-circuite complètement des rationalités, des analyses ou quoi que ce soit. À chaque fois, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le dit Laverne. Hein, bon, tu parles, tu dis quelque chose qui lui correspond pas. Je ne sais pas quelle est sa qualité de compétence dans la matière. Mais en tout cas, ce à quoi il te répond tout de suite, c'est que tu as vendu. Donc ça veut dire qu'il y a maintenant, c'est riche. Alors, j'avais un ami très très bien, je ne sais pas ce qu'il est devenu, Carlos Moore, qui était un Cubain et qui était prof à Cuba, à Miami, à l'université de Miami, et qui disait à l'époque, mais à l'époque ça fait 20-30 ans, hein, c'était au début de mes réflexions sur le développement socioculturel, et il disait, mais ce qui manque, c'est un paradigme noir, pour contrebalancer dialectiquement. Hein, le paradigme blanc qui existe, qui dit un certain nombre de choses, judéo-chrétiennes, etc. Et en Guadeloupe émerge maintenant tout doucement, à travers une revendication qui est mal posée, la revendication, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'appartenance, plus que de l'identité. Parce qu'il y a un conflit encore entre l'identité. Si quelqu'un ne sait pas qu'il est français en Guadeloupe, il n'a qu'à sortir n'importe où dans la Caraïbe, il voit tout de suite qu'il est français. Donc il faut arrêter la blague. Par contre, notre appartenance, là, c'est différent. L'appartenance, c'est le rattachement que vous avez symboliquement, affectivement, au niveau du cœur, à quelque chose où votre ancrage est l'ombilical planté. Et donc, c'est pas tout à fait la même chose que l'identité, on en a déjà parlé ici. Donc, il y a un génome tribal qui veut que si tu ne fais pas partie de la tribu, pas au sens de Mafé-Soli, hein, mais de la tribu au sens clanique, au sens nègre, ou pas pour nous. C'est dangereux. Et c'est pire que le Zemmour, chez nous. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Oui, tout à fait. Ça m'interpelle beaucoup ce que dit Raphaël Spéronel. C'est-à-dire que le vivre ensemble sous-tend ou exige un minimum de tolérance, un minimum de différence admise et reconnue. Et que en Guadeloupe, il y a un circuit court qui fait penser que si vous n'avez pas penser comme moi, ou c'est l'ennemi en vous. Ça, c'est la négation même du dialogue et de l'existence du vivre ensemble. Or, désolé de citer Aristote, hein, zone politikon. Aristote définit l'homme comme un zone politikon. C'est-à-dire notre essence même est une essence politique. Autrement dit, si la Guadeloupe, le politikon n'est pas possible, c'est la négation de l'homme pour le réduire aux zones. C'est-à-dire que la vie brute, brutale, un peu animale. Et ce qui fonde un homme et ce qui fonde un Guadeloupéen, c'est la différence. Toi, mon frère ou ma soeur différent de moi, au lieu d'être mon ennemi, tu m'enrichis. Et c'est la différence qu'il y a entre les logiques communautaristes et appartenant à une communauté. Les communautés peuvent s'enrichir à égale dignité. Mais si tu penses que tu es le seul à posséder la vérité,
Si tu penses qu'on peut lire la Guadeloupe au travers d'un seul critère, alors que ce pays est si divers, si multiple et le monde est si complexe, c'est un État extrêmement dangereux. C'est-à-dire nous sommes dans les prémices des fascismes les plus invraisemblables. Bien. Pierre Brécasse, pas la peine Oui, non, mais il faut discuter de ça. C'est Marcet, non? C'est ce qui paraît. Marcet. Mais moi, je vois d'abord le pire phénomène européen qui est construit ou qui est pondu la Guadeloupe. Ce qui a été député. J'ai le souvenir, le 19 juin 2020, un amendement de la Commission européenne. Tu t'en souviens? Oui, tout à fait. Oui. Pas loin. Elle a dit qu'il faut arrêter de parler de ça. Mais il faut parler de ça. Marcel dit arrêtez de parler de ça. Mais il faut nous parler de ça. Il faut nous parler de ça. Parce que le contexte s'y prête. Monsieur, le 19 juin 2020, Younous Omarji, député européen de La Réunion, présente un texte pour reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est très important. Et le jour de la commémoration de l'esclavage aux États-Unis, Marcet votait non. Elle a voté non. Elle a voté non à ça. Disons non, mais non. L'esclavage, c'est pas un crime contre l'humanité. Mais non, je vote non. Et avec ça, il faut tout comprendre. Et avec ça, il faut tout comprendre. Donc, il faut dénoncer ça, il faut l'énoncer, et il faut sanctionner cela. Voilà. Je pense aussi... je vais prendre la parole, oui. Oui, non, je vais vous écouter avec beaucoup d'attention, comme d'habitude. Et puis, par rapport à tout ce qui a été dit ici, nos élus, etc., moi, quand je regarde depuis quelques ans, je dirais, avec cet écho, surtout, moi, nous avons connu ici des EHPAD, où on habite, nos sages, des personnes âgées. Mais je vois pousser de plus en plus ce que j'ai tendance à appeler des sortes d'orphelinats. D'orphelinats, c'est-à-dire où on retrouve des personnes qui sont sorties de la tutelle de leurs élus. Des gens qui ont élu des élus de 2017 sous une couverture, je dirais, Macron, n'est-ce pas, et qui subitement changent d'étiquette. C'est la valse des étiquettes. Et puis, il laisse là des citoyens guadeloupéens qui sont d'orphelins et qui ont véritablement besoin de ce que j'appelle des orphelinats. C'est-à-dire des personnes, je le répète, qui ont perdu, qui sont sortis, contre leur gré d'ailleurs, qui sont sortis sous la tutelle de leurs élus. Parce que vous savez, quand vous allez au fond dans les bois, un peu partout, vous entendez des personnes qui pensent. Vous leur dites, on va comprendre quand c'est fait. On l'a essayé. On va pas c'est pour ça. Mais on va comprendre. On l'a essayé. Alors, la question d'actualité, elle est là, elle est plus ou moins cachée. C'est celle du Congrès. C'est celle de donner la parole au peuple. Voyez-vous? Et cette parole-là, je pense qu'elle est attendue. Et je crois qu'on devrait s'en étonner, on devrait s'en inquiéter, puisque déjà, je vois émerger des attitudes, je dirais, comme celles qu'on a connues en 2004, après 2004 avec l'ancien président Lurel. Il y a des stratégies, non, c'est le peuple qui dirige, c'est l'aspiration de ce peuple-là. Je vois des gens qui disent, à leur manière, monsieur, au Lurel, parce que c'est laissé nous tout seuls en nous là, c'est monsieur a penché au côté, mais gardez discours yo, gardez pas de verticalité yo. Mais c'est ce que je sens. Donc la Guadeloupe maintenant est devenue un orphelinat où l'on voit des personnes qui sont sorties de la tutelle de leurs élus contre leur gré. Et ça, il faut que les élus l'entendent. Je dis pas, je le dis. Il faut qu'ils l'entendent. Il faut être très ouvert, très attentif à ça. Voilà un petit peu mon point de vue sur cette question. Je cède la parole aux autres. La corruption. Ah oui. La corruption, est-ce une culture tropicale chez nous, monsieur C'est que je voulais ajouter un petit mot sur... Bon, on va laisser tomber. On va laisser tomber, on va passer à autre chose. Mais la corruption. Alors, la corruption, voilà... À longueur de journée, depuis des années, on parle de corruption, on entend des responsables économiques, des politiques, monsieur tout le monde, des employés d'un tel ou tel
structure, il y a des détournements. Et aujourd'hui encore, on en parle, je ne dirais pas plus que jamais, mais aussi souvent que par le passé. Est-ce une culture, un mal tropical? Ouais. Je ne pense pas, il y a un peu de la corruption un peu partout. Et moi, la Guadeloupe n'est pas le centre du monde. Et il y en a qui croient que la Guadeloupe, c'est le centre du monde. Mais malheureusement, le monde ne sait pas que la Guadeloupe est le centre. Alors, il ne faudra pas toujours comprendre que la Guadeloupe, c'est mieux que partout ailleurs ou que c'est pire que partout ailleurs. Nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas peut-être mieux que d'autres, mais nous ne sommes certainement pas pire que d'autres. Maintenant, la corruption. Quand on a entendu comment il s'appelle, le représentant de la justice qui a parlé, le procureur de la République dernièrement, sur ce qui s'est passé, ça fait partie de la corruption, de la corruption pure et dure, au dire du procureur de la République, et nous attendons la suite, on a parlé aussi de groupes économiques qui, paraît-il, et que ça a été démenti, financent, ou alors qui sont estorqués par des groupes de gangs, dit-on. Il y a aussi les politiques qui ont dû, au nom de la paix sociale, de participer à certaines investigations en ce sens pour des stockages de fonds. Et là, c'est un sujet très délicat. Et ça me vient à l'idée, et on a traité ce sujet-là ici il y a quelque temps, est-ce que la paix sociale s'achète? Et c'est vrai que tout le monde est un petit peu frileux pour en parler. Mais je dirais, quelque part, un petit peu sans avoir à, comment dirais-je, à donner d'exemple, parce que je ne suis pas au courant, mais j'ai comme l'impression, au fond de moi-même, que c'est monnaie courante en Guadeloupe. C'est cette impression que j'ai. Et d'ailleurs, le procureur de la République, à la lumière de ce qu'il a dit, ça prouve bien qu'il y a un problème. Et si problème il y a des années que ça dure. En tout cas, que j'ai le sentiment que ça dure. Il y a certaines manifestations, certains agissements, certains conflits, des conflits sociaux, entre autres. Je n'arrive pas à comprendre comment les choses peuvent être menées de cette manière-là dans le temps des conflits qui durent 8 mois, 1 an, parfois plus. C'est qu'il y a quelque chose de caché qu'on ne connaît pas dans ce genre de conflit. Et s'il y a des fonds pour pouvoir... Parce que des fois, les gens sont payés, ils sont en grève, mais ils sont payés par des organisations syndicales parfois. C'est qu'il y a des ressources, quelque part, qui alimentent. Et au dire du procureur de la République, maintenant je commence à comprendre qu'il y avait quelque chose que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Et là, je prends les grands groupes, j'aurais pu citer d'autres, je prends les grands groupes, genre des pointes, etc. Au nom de la paix sociale. Et pour faire vivre le business, et aussi les employés qui sont dans les commerces, ils sont parfois peut-être obligés de faire des choses. Et s'ils font des choses, c'est parce que l'État, quelque part, l'État a été défaillant pour arriver à ce genre de système. Je suis pas souvent dans cette posture d'accuser l'État. Mais je reste persuadé aujourd'hui de ce qui s'est passé en Guadeloupe dernièrement. Et on a souvent critiqué la position de l'État. Mais je pense que M. le préfet doit savoir bien plus que ce que nous savons. Et s'il agit de cette manière-là, c'est qu'il sait pourquoi. Et j'espère que les choses iront jusqu'au bout pour assainir la Guadeloupe à ce niveau-là, pour que les gens puissent travailler dans de meilleures conditions. Et est-ce que la paix sociale s'achète? Je dis oui que la paix sociale s'achète.
De tout temps, de toute période, dans tout pays, dans toute latitude, de la Grèce antique à je sais pas quoi, aux tribus de Peul, je sais pas où, la paix sociale c'est toujours acheté. Donc ici comme ailleurs, il n'y a rien d'original. D'ailleurs, il y a deux choses deux choses intéressantes qui portent autour de l'argent et qui sont filles du système, c'est la prostitution et la corruption. Ça va ensemble. Et ça a toujours existé, ce sont les plus vieux métiers du monde. Et c'est la chose la plus pratiquée, la plus partagée, dès lors qu'on rentre dans des cycles d'argent ou dans des cycles de pouvoir. Alors je vais être bref parce qu'il y en a d'autres qu'il faut qu'ils parlent un petit peu avant. Je dirais simplement que s'agissant de la Guadeloupe, c'est vraiment impressionnant et c'est fatigant, ce problème de corruption, parce que c'est quasiment systématique et c'est important au niveau statistique. Et c'est terrible parce qu'on n'a pas besoin de ça. Alors je veux pas faire un angélisme, un écuménisme sur l'engagement, sur le pays, sur la nation, sur toutes ces conneries-là, ça. Mais je pense qu'il y a quand même là des compétences qui sont broyées, il y a des opportunités qui sont gâchées, il y a des modèles qui sont définitivement ébranlés. Tout ça pourquoi ? Pour des choses qui sont portées aussi par le système, hein, bien sûr. Et je vais m'arrêter là. Hein. La culture de la cupidité, bien sûr. L'argent, toujours plus. À tous les niveaux, hein. C'est depuis en bas, même pour acheter 1 kilo de poisson ou comme pour acheter 1 kilo de marbre ou je sais pas quoi. La culture de l'immaturité. Alors ça veut dire que vous pouvez très bien avoir la compétence, mais si vous n'avez pas la maturité sociale qui va avec, pour pouvoir faire avancer votre société, c'est pas bon. Et puis aussi la culture du reniement. Tu rentres quelque part, tu prêtes serment d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, de la fonction publique, pour faire avancer le peuple, pour ceci, pour cela. Tu as un discours, tu as un programme, les gens t'ont fait confiance. Et puis la première chose que tu fais, dès que tu vois miroiter un petit peu d'argent, un petit peu matériel, c'est de confondre les grands principes qui te dirigent et puis la matérialité dans laquelle tu es. Et on sombre un petit peu facilement et c'est dommage. Je m'arrête là parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et je veux que d'autres parlent. Oui. Alors, moi aussi, je dirais rapidement, je pense que la France n'a pas de leçon à donner en matière de corruption, parce qu'il paraît qu'il y a un indice mondial de la corruption classe des 180 pays. Elle est 23e, elle est juste après les Émirats arabes. Et tout en haut, je crois que c'est le Danemark, la Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande qui est en tête. Bon, donc c'est un pays qui mondialement est reconnu comme étant dans le ventre mou de la corruption. Hein, bon. Grasse. Oui, le ventre mou est gras. Non, le ventre mou de la corruption grasse. Ah, grasse, c'est bien dit. Voilà, le mot est bien placé. Voilà, donc c'est clair. Alors, par contre, j'ai malheureusement vu un peu des choses, hein, parce que comme je suis né dans le monde politique, et puis j'ai même été malheureusement aussi proche d'un Premier ministre de la République française qui m'a dit un jour, Nico Italique, vous allez faire votre stage de détournement d'argent. Alors j'ai dit, monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, rassurez-vous, c'est pas pour aller prendre de l'argent pour vos copines. Hein. Il faut que vous compreniez comment cette affaire-là fonctionne, hein, comment la corruption fonctionne. Donc vous allez faire un stage. On va vous envoyer, on va vous montrer comment ça marche. Hein. Et donc, c'est prescrit maintenant, je peux le dire. J'ai passé donc 15 jours à voir comment l'argent était recyclé, comment il était détourné, hein, à quelle fin et tout ça. Et donc, on a fait de moi, comme beaucoup de ces jeunes qui arrivaient, des experts de l'ingénierie du détournement, pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Bon. Évidemment, on ne touchait pas 1 euro là-dessus. Hein? Bon. Mais... était détourné. Il n'y avait pas de détournement. Mais on voyait comment ça se passe. Et cet argent-là était affecté aux politiques. Hein? On voyait comment on affecte l'argent politique. Hein? Comment on fait, comment... Bon. Et c'est vraiment, hein, il y a une science, de l'ingénierie de l'argent pour dans le champ politique. Bon. Alors, il y a quand même une limite. Comme dit quelqu'un, quand vous mettez de l'huile pour, fluidifier les rouages, c'est une chose. Mais s'il y a plus d'huile ça patine. Que de machines, s'il y a trop d'huile, hein, ça devient contre-productif. Hein. Donc c'était ce que me disait mon grand maître en détournement, qui était un expert de l'ingénierie du détournement, et qui me disait... il faut que ça retourne au système, ça alimente le système,
Ça conforte les actions politiques et publiques. Et puis surtout, pas un euro pour vos femmes ou pour vos hommes. Hein. Alors que j'ai cru comprendre que dans certains pays comme le nôtre, il n'y a pas d'ingénierie. Ça passe directement de la poche de l'entrepreneur à la poche privée. Et ça, bon, ça, c'est pas ce que j'ai appris. Hein. Ça, je ne sais pas très bien. C'est un autre champ. C'est du hors-piste que je ne connais pas. Hein. Bon, et il paraît que c'est la règle. Bon, enfin, pour le dire plus sérieusement, bon, on peut comprendre que le statut d'élu pose un problème quand même, c'est vrai. On ne peut pas gérer des millions et être rémunéré en milliers. Hein. On ne peut pas être un chef d'entreprise et qu'on a des milliers de salariés. Hein. Et n'importe quel petit entrepreneur roule en 4x4 et a beaucoup d'argent dans sa poche. Hein, il y a un problème de statut. Donc c'est clair qu'il faut que la France réforme le statut de ses élus. Ou même qu'elle dise désormais à ses élus, c'est un travail annexe. On ne peut pas être élu à plein temps. Hein, ou comme les Allemands font, on confie le management à des salariés, hein, et vous êtes là uniquement pour dire que sur les directions, on peut vous rentrer chez vous. Ouais, bon, mais le modèle français est ambigu parce qu'il permet hypocritement d'avoir des gens à plein temps, qui ne font que cela, qui étaient médecins, avocats, et qui subitement vous disent non, je suis maire, ça me rapporte 600 euros. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc il faut réformer le système, donner un statut aux élus, que ce soit clair, qu'ils touchent un salaire décent à la hauteur des cadres supérieurs qui managent, pour éviter que on tente de fluidifier et d'arranger à la marge cette affaire-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas que cette affaire-là bloque le pays. Il ne faut pas que, lorsqu'il y a des marchés publics, que nos jeunes qui arrivent avec leurs compétences soient bloqués parce que quelqu'un a donné une enveloppe. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Hein. C'est contre-productif. Hein, il faut arrêter cette affaire-là. Il faut également qu'il y ait des faux marchés publics où, bon, on s'arrange entre nous, Jodelas et vous, les trois autres sont d'accord pour avoir une offre qui n'est pas recevable, et après on tourne entre nous. Hein. Bon, il faut permettre d'aérer un peu le système, permettre aux intelligences nouvelles de rentrer dans les marchés publics quand même. Hein. Bon, ça va, quoi. Bon. Et puis, je pense aussi, et ça, M. Ramaille a osé dire une chose que je trouve très intéressante, c'est celui d'une corruption ou d'une collusion possible entre le monde de l'économie, hein, c'est-à-dire Bernard et ses amis, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est bien ça, M. Mondry. Oui, ouais, je crois. Ouais. Ouais, c'est Bernard, Bruno et les autres qui, eux, quand ils ont de l'argent, quand Bernard et Bruno ont de l'argent, l'argent, c'est efficace. Hein. Quand Bernard donne de l'argent à quelqu'un, c'est efficace. Hein. Il gère efficacement son argent. Il n'est pas là pour autre chose. Hein. Donc son argent est au service d'une efficacité. Bon. Par contre, lorsque le procureur de la République, lui, voit de l'argent promener, lui dit, on est dans la corruption. Hein. Donc ça m'intéresse beaucoup, hein, qu'on rende compte un jour publiquement de la rencontre de l'efficacité, de la fluidification, hein, et de l'éthique, hein, de la morale, des textes de loi, de l'application. Et je pense que quand ces deux logiques-là se rencontrent, on est bloqué. Collet, on va terminer par Collet. Et c'est peut-être pour ça... On termine par Collet. Oui, on va terminer. C'est déjà l'heure. C'est l'heure. Ah oui, après. C'est peut-être pour cela, je passe la parole à Collet tout de suite, et c'est peut-être pour cela que ces deux logiques-là, ces deux logiques-là se sont rencontrées autour de Zébris et de Boina. Peut-être ça. Peut-être qu'il y a deux logiques qui se sont rencontrées. La logique de l'efficacité de l'argent et la logique de l'application du code pénal. Et on ne sait peut-être pas comment faire pour trancher. Bon, il ne faut pas que, pendant ce temps, Zébris cadomine la geôle quand même. Ah. Allez. Oui, c'est une forme de corruption. Oui, écoutez, alors, très rapidement, puisque deux choses. La première... corruption et corruption, plusieurs types de corruption. Mais de manière sommaire et générale, vous savez que 1 000 milliards de dollars sont versés en pot de vin par année dans le monde. 2 600 milliards sont détournés. C'est à peu près plus de 5% du PIB mondial. C'est pour vous dire que la corruption, elle est phénoménale. Mais en même temps, côté de ce qui est dit, j'ai la chance, nul n'est parfait. Un jour, j'ai eu à appeler la grand-mère de Nico. Oui.
C'est vrai. Hein? J'ai appelé sa grand-mère au téléphone. C'est vrai, dit, je m'en souviens très bien. Ouais, mamie, c'est Edouard. Elle me dit, oui, mon chéri, parle-moi. J'ai dit, mamie, c'est quoi la corruption? Elle m'a répondu, as-tu, quoi parlez-moi de bitin à voler? Elle a dit, oui et non, mamie, mais je t'écoute. Eh bien, j'ai une seule réponse. Tout le monde qui a volé, tout le monde. C'est formidable. Oui. Elle m'a répondu, tout le monde qui a volé, tout le monde. Et j'ai raccroché. Et j'ai pas dormi de la nuit, hein, parce qu'on restait qu'à réfléchir ça. Tout le monde qui a volé, tout le monde. Oui, parce qu'on me parle de corruption traditionnelle, de corruption passive, de corruption active, de corruption politique, de corruption systémique. De fraude fiscale, de ceci, magistrat même dans corruption, talap, etc. Sauf en Guadeloupe. Hein. C'est vrai? Oui, les magistrats guadeloupéens résistent, ils sont les seuls au monde. M'autorises-tu à la fin de l'émission d'appeler mamie? Oui, elle va nous dire aussi sur son fichier. Oui, c'est-à-dire que là, moi je pense, contrairement à ce qui est peut-être pensé, à ceux et celles, chefs d'entreprise, qui vivent des situations difficiles ou des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de joindre les deux bouts et qui sont obligés justement de trouver des parades pour vivre. Et ces personnes-là, comment elles font, monsieur Mondré? Est-ce qu'elles sont plus corruptibles que corrompues? Ou est-ce qu'elles, tout simplement, sont sur une ligne de crête et elles essaient de survivre? Est-ce que pour autant, ce sont des personnes corrompues? C'est quand on met, par exemple, des pères et des mères de famille dehors, sans revenu, parce qu'ils ne prennent pas un vaccin, comment vont-ils faire pour vivre? Il faut bien trouver un travail pour faire, un job à faire, un butin à faire. Est-ce que pour autant, ce sont des corruptibles ou des personnes corrompues? Il y a aussi une situation particulière, un contexte juridico-administratif qui pousse des gens dans certains retranchements. Et ça, M. Mondré, c'est assez édifiant. Moi, je crois qu'en matière de corruption, nous sommes des enfants totalement encore à apprendre des choses. On n'a pas forcément à rougir de ces nombre de choses. Mais force est de constater, M. Mondré, un système peut pousser des personnes à certains retranchements. Et malheureusement, tout le monde peut voler tout le monde. Ouais. Ces mots... oui, à l'interne. Pour en dire très rapidement à l'interne, hein, je vois concernant la corruption. Non, c'est bon. Oui, je termine rapidement, même si je ne viens pas là-dessus. Oui, mais par rapport à dimanche... Non, mais on va revenir rapidement. Sinon, on va terminer à 10. Sinon, ce sera sur les réseaux sociaux. Rapidement, monsieur. Alors, je voudrais tout simplement dire très rapidement concernant la corruption. Déjà, à l'interne, on voit qu'il y a une présence très forte du pouvoir judiciaire qui s'invite dans l'espace politique. Et ça, le pouvoir judiciaire assure la veille grâce, vous le savez, à ce fameux article 40, Code de procédure pénale. Vous le savez. Et vous voyez aussi que c'est en France, à l'interne, on a eu des affaires. L'affaire, on connaît Fillon, l'affaire aussi Balkany. On a eu affaire aussi, je crois, à Balkany Haute-Seine. On a eu d'autres affaires qui montrent que le pouvoir judiciaire assure une veille et sanctionne. C'est beaucoup. C'est déjà pas mal. Au niveau international, nous savons que même dans les relations entre la France et l'Afrique, il y a une évolution depuis le président Mitterrand. Où, je crois, dans une grande conférence, j'oublie, et on avait bien dit de l'argent, oui, mais la démocratie. On a éloigné du champ des relations internationales entre la France et l'Afrique cette corruption. C'était beaucoup. Non. Rien n'est arrangé. Mais je me rappelle. La corruption encore... Oui, ça existe. Mais je me rappelle de près de départ. Elle est encore beaucoup plus forte. Je me rappelle, dans une grande conférence, j'oublie le nom, l'appellation, c'était, je crois, au Congo, où Mitterrand avait été très clair. Jean, la raison d'État est la meilleure, c'est faux. C'est-à-dire qu'on nous fait croire ce que tu viens de dire, ce que je peux entendre et que tu répètes, mais c'est faux. D'accord. Alors, je vais terminer sur ce point en disant que quand il y a corruption, lorsque, on peut penser que l'intérêt de l'État n'est pas vraiment mis en jeu. L'État paie, l'État agit. Nous avons l'exemple, par exemple, dans beaucoup de pays, il y a des prises d'otages. Regardez en Haïti. L'Amérique, même paie, quand il y a prise d'otages. Et la France aussi, ouais. Quand il y a eu cette fameuse femme de l'Église qui a été dans tous les pays. Mais à partir du moment où les intérêts fondamentaux d'un État est mis en cause, à ce moment, on ne parle pas de corruption pour donner de l'argent.
Là maintenant, ce sont très souvent les armes qui parlent. Donc voilà un peu les points de vue sur ça. Merci, Monsieur Simon. Voilà. Ainsi va le monde, ainsi va la Guadeloupe. Passez une excellente journée et à dimanche. Et avec votre si vous voulez esprit. bien. Attends, monsieur Mandré, le chocolat est fini là. La retransmission, tu n'as pas dit. C'était café, Mais chocolat. il faut rappeler la retransmission, monsieur.